Bonjour, c'est parti, on est live. Merci de nous rejoindre. Je sais que c'est quasiment les vacances et vous êtes venus avec nous aujourd'hui assez nombreux. C'est très très cool. On va parler de quelque chose que je pense que donc, tout le monde parle, c'est de l'IA, de l'humain, de la relation client et comment de mettre de l'émotion dans la relation client. Je suis comme d'habitude bien entouré aujourd'hui avec Fred Delocomte et Henrik de Poly AI. Monsieur, bonjour. Bonjour. Hello, hello. Sympa de vous avoir. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, où beaucoup de personnes dans le service client, dans la relation client, se posent beaucoup de questions, font beaucoup de tests. Et ravi de vous avoir. Fred, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu plus sur Eloquent? Oui, bonjour Charles. En fait, Eloquent, nous on est éditeur de solutions, de centres de contact et de mesures de la satisfaction client et collaborateur. Donc un éditeur de solutions de centres de contact, de logiciels. D'ailleurs, on a la chance de t'avoir comme partenaire pour le canal vidéo, puisqu'on choisit parmi les meilleures solutions quand on les développe en interne. Et c'est pour ça qu'on a choisi Apizzi comme canal pour permettre aux agents du centre de contact de pouvoir dépanner à distance les personnes, de pouvoir interagir, voir en fait ce qu'ils voient. Donc nous autrement, donc bien sûr, on gère des canaux traditionnels comme le mail, le chat, la voix, le téléphone, classique, et on gère à peu près un demi-milliard d'interactions par an. On envoie 150 millions d'enquêtes de satisfaction à l'année. On a plus de 320 clients en France. Donc comme je te le disais, on a notre orchestrateur omnicanal qui permet d'aller connecter la vidéo à Pizzi, mais également du chat, du téléphone, etc., etc., et des bots, puisqu'après on se connecte aussi avec les meilleures solutions de bots du marché, que ce soit du chatbot, du callbot, du SVI, langage naturel. Et avec ça, bien sûr, on va pouvoir lancer des enquêtes clients et collaborateurs, justement, et on le verra ensemble. C'est important d'aller écouter ses clients et ses collaborateurs pour diffuser une culture client et mettre de l'émotion. Voilà. Et parmi nos clients, on a vraiment la chance d'avoir de nombreux clients qui sont assez en avance sur le secteur de la relation client et qui essayent de vraiment d'innover. On a par exemple la Maïf, on a la Massif, on a Total, on a SFR. Bref, des boîtes en fait qui essaient justement de mettre de l'émotion dans leur relation client et justement, j'essaie de te partager quelques bonnes pratiques et bonnes astuces qu'on met en place chez eux. Top, assez complet. On voit que l'IA est important chez vous. Henrik, vous c'est Poly AI, peut-être un peu moins connu en France. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur vous et sur l'entreprise? Alors, Poly AI, on est sur ce que Fred vient de mentionner, on est sur la partie callbot, voicebot, c'est-à-dire que quand on regarde en France, il y a énormément de temps d'attente. Je suis le premier à mettre mon téléphone à côté de moi, même si je travaille dans le milieu, et on attend 4, 5, 6 minutes où il y a des gens qui, en quelques mots, pouvez-vous nous dire ce que vous souhaitez faire? La perspective de Poly AI, c'est les temps d'attente ne devraient pas exister et il faut rendre du temps à la fois à vos clients et à vos agents. Donc sur cet aspect-là, on a mis en place une IA vocale très simple qui répond aux questions des clients sans avoir besoin de répondre aux agents. Énormément de temps, on pense que pour nous, 30 à 40% de nos clients, les interactions que les clients ont sont déjà fournies, comme Fred l'a mentionné, soit sur le chatbot, soit au sein des ressources internes, soit peuvent apporter des valeurs et de la satisfaction à vos clients qui ensuite permettent à vos collaborateurs de pouvoir s'attaquer aux cas les plus complexes. Combien de fois on appelle juste pour dire « Ah, au fait, là, j'ai essayé votre site web, mais je sais toujours pas faire mon password, vous pouvez m'envoyer quelque chose ?» Donc, ce genre d'interactions qui sont très redondantes pour les agents, ça ne les stimule pas. Et du coup, on pense qu'avec l'IA, il y a cette capacité de le faire. Poly AI, c'est vrai qu'on n'est pas très connu en France. On y arrive tout doucement. On a fait Vivatech cette année. Mais on est effectivement une boîte présente à l'international à travers... on supporte 25 langues. On est présent dans 40 pays à présent. Et sur les acteurs qui nous utilisent, FedEx, Marriott, Simply Health, NSNI, Gordon Ramsay, c'est des noms que la plupart des gens peuvent reconnaître. Et c'est juste... pour nous, on est assez content que les gens ne nous connaissent pas. Ça veut dire qu'ils connaissent nos clients et nos clients sont heureux. Top. Je pense qu'on est entouré d'experts et je pense que c'est important. Tout le monde attendait ça. Vous connaissez déjà, je pense, Apizzi, mais juste pour rapidement vous rappeler, Apizzi, c'est une solution d'engagement visuel pour tous ces moments complexes de la relation client où il y a une urgence, une forte charge émotionnelle. Avec de la visio-assistance, avec du partage d'écran, on arrive à régler les problèmes clients plus rapidement, d'une façon personnalisée et humaine.
On va parler de IA, on va parler de l'humain aujourd'hui, et je pense que si vous avez parlé, Henrik, de Vivatech. On voyait l'IA écrit partout à Vivatech. Fred, on s'est vu à All for Customer, c'était un peu partout, et on veut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire mettre de l'IA dans la relation client. Et pour ça, pour commencer, je voulais partager quelques stats, des stats qui sont un peu partout, que les gens parlent, et c'est quand on dit mettre de l'IA dans la relation client, faut pas oublier le plus important, c'est les clients. Et ce qu'on voit, c'est 90% des clients disent qu'ils veulent une réponse d'une façon immédiate. On va dire quand même, les gens sont exigeants, mais c'est une réalité. Et dans ça, on voit que 83% des directeurs de relations clients sont en train de tester et disent qu'ils vont investir dans l'IA dans l'avenir. Mais quelle est la réalité? La réalité est très simple, c'est que actuellement, on a besoin quand même d'un humain 60% du temps pour régler un problème client. Alors, dans tout ça, je veux vous poser la question, comment mettre de l'IA dans la relation client? Fred, qu'est-ce que t'en penses? Alors, déjà, comme tu l'as dit, je souligne que dans relation client, il y a d'abord relation. Et on l'oublie un peu trop souvent. Relation, c'est un échange entre une personne avec un robot. Généralement, une relation, ça se crée au fil du temps. Donc, c'est une relation de confiance. C'est pas du one shot. C'est pas devoir se répéter, etc. Donc, c'est bien sûr de la confiance et de l'empathie. Et tu l'as dit précisément, les gens veulent vraiment de l'immédiateté, mais ils veulent pas en fait de l'immédiateté n'importe comment et avec n'importe quelle qualité. C'est pour ça que le bot, il faut le mettre au bon endroit, au bon moment. Et nous, en fait, on a une philosophie, c'est qu'on distingue en fait 4 types d'interactions dans la relation client. Il y a les interactions, ce qu'on appelle polluantes, c'est des interactions qui ne me concernent pas. Et en fait, c'est des gens qui se trompent. Par exemple, on avait un client dans l'énergie, ses clients l'appelaient pour ses factures, sauf que lui, il s'occupe du réseau et de l'infrastructure d'énergie. Donc, il disait, mais non, mais c'est pas nous. Donc, au lieu de passer ces appels-là à des conseillers, il vaut mieux les transférer directement en disant voilà, appelez votre fournisseur, regardez sur la facture. Pareil, on avait un client qui était dans le domaine des assurances et il avait des demandes comme ça qui émanaient sur son contrat, etc. Alors que c'était le courtier qui gérait ça. Et à chaque fois, en fait, le but c'était de renvoyer ces interactions-là vers les personnes qui gèrent ces interactions et pas les traiter moi-même pour dire attendez, c'est pas moi qui gère, etc. Deuxième type d'interaction, c'est les interactions automatisables ou qui ont l'intérêt en fait d'être mises 24 heures sur 24 parce que ça apporte plus de valeur ajoutée. Ça, par exemple, c'est un bot typiquement qui va le faire. Par exemple, je dois déclarer un sinistre, j'ai pas besoin d'attendre le lendemain matin qu'il y ait une personne qui arrive au bureau, qui soit là. Non, si j'ai un sinistre, un dégât des eaux chez moi, il faut que je puisse appeler tout de suite et que je puisse déclarer mon dégât des eaux. Si j'ai besoin d'avoir une liste de plombiers, etc., on peut me l'envoyer par email, par SMS, etc. Et après, c'est vrai que c'est l'agent qui prend la suite. Et c'est vrai que moi j'ai eu 2-3 fois des dégâts des eaux ces dernières années. Et c'est vrai qu'à chaque fois tu fais juste expliquer le problème, la personne au téléphone te dit bah oui j'ai noté, etc. Et puis après dit bah il y a un expert vous rappellera. Alors là, c'est clair que ça n'a pas d'intérêt. Par contre, après, il y a des interactions, c'est le troisième type, à valeur. Et c'est là où, au contraire, il faut la différence. Et là, c'est vrai que la visio, on l'a vu avec nos clients qui sont dans l'assurance. Par exemple, on a un beau témoignage d'un client qui s'appelle Stellian et qui nous explique bien que la visio, ça permet de créer de l'humain et ça peut même faire du waouh, puisqu'en fait, il nous disait clairement que quand on est au téléphone et que la personne dit voilà, j'ai mon dégât des eaux et que l'agent dit bah attendez, est-ce que vous voulez que je fasse l'expertise tout de suite, qu'on puisse regarder ensemble le truc? La personne dit ah quoi, on peut le faire tout de suite maintenant? Oui. Et là, tout de suite, c'est waouh, c'est génial. Et en fait, cette fameuse visio qu'on n'a pas programmée mais qu'on fait comme ça immédiate, ça crée un effet waouh, ça crée de l'émotion dans la relation client. Donc ça, c'est bien sûr, toutes ces interactions doivent être humaines, doivent être vraiment génératrices de valeur. Et c'est pour ça qu'on le voit de plus en plus, c'est qu'il y a des formations à l'émotion, à la gestion des émotions qui sont faites dans la plupart des entreprises qui sont vraiment à la pointe de l'expérience client. Donc cet aspect émotion importante pour que chaque interaction comme ça avec un humain soit générateur de relations, améliorer la relation. Et on a un client qui s'appelle la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale. En fait, ils appellent ça la relation client attentionnée.
C'est-à-dire que lorsqu'une personne appelle au téléphone, donc ils répondent à la demande, mais ils ont aussi un certain nombre de gestes qu'ils peuvent pratiquer en plus. Ils ont un catalogue d'une quinzaine ou d'une vingtaine de gestes. Par exemple, je te donnerai un exemple assez typique. J'appelle à ma mutuelle, la MNT, je viens d'avoir des jumelles et ils me disent ok, on va ajouter vos jumelles dans votre contrat pour que comme ça ils puissent savoir les remboursements. Puis à la fin ils vont pouvoir dire mais est-ce que vous saviez que en tant que personne qui a eu des jumelles, vous avez le droit à 16 heures de ménage par votre conseil général, faites ceci, faites cela. Puis en plus regardez, on a une option pour le ménage aussi si vous avez dépassé ces 16 heures parce qu'on a d'autres prestations supplémentaires. Donc le but c'est créer de l'émotion et aller au-delà des attentes. Souvent on appelle ça la proactivité. Le dernier point, c'est les interactions justement qu'il faut développer avec tout le temps économisé, avec les bots, avec le self-care, etc., etc. Et ben en fait, on va pouvoir générer de nouvelles interactions qu'on n'avait pas le temps de faire actuellement. Donc l'IA dégage du temps et on va par exemple faire des appels proactifs, des appels sur des clients qui sont par exemple très contents depuis longtemps. On leur dit bah tiens, vous avez mis une bonne note, est-ce que tout se passe bien, et on essaie de faire de l'upsell. Ou au contraire, s'il y a des clients qui ont eu des problèmes, et ben à ce moment-là, on va gagner en réactivité, on va les appeler le plus rapidement possible parce qu'on le voit. Si on est hyper rapide dans la relance, c'est là qu'on va créer de l'émotion encore une fois. On a un client que tu connais bien qui s'appelle Bouygues Télécom Entreprise, qu'on équipe en fait pour les enquêtes de satisfaction, qui fait partie du groupe dont vous faites partie chez Apizzi, et qui utilise Eloquent, et il nous disait que leur record absolu, c'est 13 minutes entre le moment où la personne fait l'enquête de satisfaction et elle est rappelée par le manager de proximité de son agence. Et c'est vrai que là, ils nous disent ouais, mais ça crée de l'émotion. Les gens se disent waouh, c'est super, je pensais pas que vous allez me répondre tout de suite, etc. Donc là, c'est vraiment cette rapidité, c'est également un vecteur d'émotion. Voilà. J'aime bien de mettre ça dans 4 types différents. Je pense que quand on dit où on peut mettre de l'IA, ça ne veut pas toujours dire remplacer tous les conseillers, c'est sur un parcours client, où est l'intérêt d'ajouter quelque chose. Henrik, vous êtes un peu spécialiste de cette partie-là, d'une partie, tu vois, peut-être c'est avant l'appel, après l'appel. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Alors sur l'IA, un gros sujet, hein, All for Customer, Vivatech, tout le monde parle d'IA, mais tout le monde n'a pas besoin d'IA. Et c'est ça que je pense que, même si je fais partie d'une boîte d'IA, c'est un des gros principes où je vais reprendre ce qu'un de nos clients nous a dit. L'important, c'est de mettre de l'IA là où le client le souhaite et de l'humain là il en a besoin. Le besoin, c'est vraiment de comprendre quels sont, comme Fred l'a expliqué, il y a certaines interactions qui aujourd'hui doivent être faites par l'IA parce que c'est sur cet aspect de pouvoir tout de suite automatiser, pouvoir répondre immédiatement, de pouvoir aussi sur une partie cross-canal. Par exemple, si je suis sur le chatbot et après que je vous appelle, je suis désolé, le conseiller doit déjà savoir que j'ai déjà une première demande qui a été faite sur le chatbot. Donc, ces soucis d'automatisation, de connexion de l'ensemble de l'omnicanalité est très important. Pour nous, je suis en train de déménager, donc j'ai appelé plusieurs de mes responsables. Il y en a un où je lui fais je suis désolé, ils me font monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner le numéro de votre compte? Je fais je suis désolé, mais t'as un service téléphonique, tu devrais déjà l'avoir ça. Donc nous en tant que clients et aussi prestataires, on devient de plus en plus exigeants. Sur l'IA, effectivement, la première question que nous on va toujours demander à nos clients, pourquoi est-ce que les gens continuent de vous appeler aujourd'hui? Et c'est une question qui est un peu paradoxale, mais c'est vraiment il y a déjà des choses en place sur le chatbot, il y a déjà des choses en place sur WhatsApp, il y a déjà des choses en place sur votre site web. Où est-ce que vous souhaitez mettre de l'IA? Est-ce que vous souhaitez mettre de l'IA, par exemple, quand vous conseillons des demandes qui sont inhabituelles pour leur ramener des cas qui ont été similaires, donc durant l'appel? Est-ce que vous voulez de l'IA après l'appel pour les enquêtes de satisfaction, pour est-ce que les verbatims ont été respectés d'un point de vue empathique? Est-ce que les raisonnements ou sur la vidéo, est-ce qu'on a pu capter toutes les émotions associées? Mais encore plus important, avant l'appel. Est-ce que vraiment cet appel est nécessaire? Donc, beaucoup de gens parlent de First Touch Resolution. Pour nous, on a un concept qu'on appelle Zero Touch Resolution. Quel est le nombre d'appels qui n'ont même pas besoin d'aller dans le centre de contact parce que derrière, cette personne a répondu à sa question immédiatement. Donc, cet rapport on est rapide, on leur donne leur réponse, derrière, les conseillers peuvent vraiment apporter sur ces clients à forte valeur ajoutée, sur ces clients qui ont des demandes complexes ou qui ne sont pas contents, pour continuer à avoir cette émotion. Et vu qu'on ne peut amener de l'émotion dans le bot, soit à travers la voix, la tonalité, etc., c'est là où il y a une grosse différence. Et c'est ce qui m'a fait rejoindre PolyAI pour ce même effet wow. Il y a un moment où, quand quelqu'un écoute à PolyAI, il y a un moment où on fait « Ah ouais, je savais pas qu'un bot peut faire ça ». Et donc, c'est cette perspective-là
de pouvoir apporter cette émotion dès le bot et où les gens se engagent. Et derrière, quand ça arrive sur un agent, à la fois pour une personne qui peut être considérée une personne vulnérable, une personne qui va nous dire j'ai pas accès à Internet, etc. Donc on dit à l'agent attention, une personne vulnérable arrive. Ou quand aussi des personnes sont très en colère, on va faire attention. Là, il faut que tu sois très empathique parce que cette personne, elle est très en colère. Donc, réutiliser ces verbatims et ces informations pour préparer l'agent à être dans la meilleure phase possible. Super. Je veux revenir à des choses que vous avez dit sur l'aspect de valeur ajoutée. Je pense que c'est réellement ça. Hein. Si quelqu'un ajoute de l'IA, ajoute un nouveau produit comme Apizzi ou un des vôtres, c'est quelle est la valeur ajoutée, comment j'aide vraiment mes clients, comment j'améliore mes KPI de la relation client. Et sur cette question, comment faire en sorte qu'on apporte vraiment de la valeur ajoutée avec de l'IA? Qu'est-ce que vous pensez? Je te laisse peut-être en parler, Henrik, comme tu es notre expert. Voilà. sur la valeur ajoutée avec l'IA, c'est principalement sur les métriques, mais aussi en tant qu'ancien agent de centre de contact, c'est sur les datas associées. Il y a énormément de données que l'IA peut vous donner qui ne sont pas disponibles actuellement. En tant qu'agent de contact, généralement, on appuie sur le top 5 des informations. Oui, cet appel est lié à ça, ça, ça. Sauf qu'en ayant ces données, en ayant ces intégrations, on peut amener des informations qui peuvent être utiles à tout le monde dans le cycle de la relation client. L'IA, et c'est un des gros points que nous, on pousse actuellement, c'est la relation client, elle commence pas au moment du support. Elle commence avec vos équipes marketing. Ils ont donné un ton, ils ont donné une voix. Comment est-ce que quand la personne vous contacte, ce même ton, cette même voix est toujours présent dans le cycle de vente. Donc, cette valeur ajoutée, elle s'apporte à la fois sur l'automatisation des tâches, de meilleurs SLA, de meilleure compréhension d'aide aux agents pendant les appels, aussi des comptes rendus derrière beaucoup plus simples, des nouvelles données pour dire ok, quelles sont les intégrations qu'on peut utiliser. Par exemple, l'intégration Eloquent, PolyAI, Apizzi, c'est quelque chose qui peut être très simple pour certaines personnes. Tout de suite, on les envoie vers le canal vidéo, et d'autres, on peut dire là, je vois que vous avez déjà commencé à discuter avec nos collaborateurs par email ou sur le chatbot, je vous renvoie sur ce médium-là. Donc, c'est aussi cette valeur ajoutée où aujourd'hui, un appel, généralement en France, dure 6 minutes. 6 minutes, pendant 6 minutes, ça veut dire que vous avez une dizaine d'interactions sur le chat, 30 emails. Donc, comment est-ce qu'on peut aider à réduire le nombre d'appels pour aller sur d'autres canaux où on peut répondre à plus de personnes de façon plus précise? Je rappelle tout le monde. Vous pouvez poser des questions, il y a un chat, n'hésitez pas. Fred est déjà dans le chat, il fait plusieurs choses. Incroyable, Fred. C'est comme un agent, il peut, certains de nos clients gèrent jusqu'à 6 conversations en même temps. Moi, j'essaye d'en gérer déjà 2 entre nous et le chat. Alors, on a un chat, n'hésitez pas de nous poser des questions, on fera de notre mieux de répondre à tout ça. Fred, sur ce côté de valeur ajoutée, qu'est-ce que vous Alors, en fait, pour moi, il y a 2 types de valeur ajoutée. Il y a la valeur ajoutée pour le client et la valeur ajoutée pour le conseiller. Pour le conseiller, déjà, c'est des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on est client final, mais en tout cas, ça apporte beaucoup de valeur et ça apporte de la productivité au client. Tu disais, Henrik, de manière très juste, le conseiller, il faut qu'il soit productif et qu'il passe du temps quand il faut avec les personnes, mais au contraire, quand il n'y a pas d'intérêt, il faut juste soit automatiser ton fameux conseiller qui connaît pas ton numéro alors que tu appelles. C'est un petit peu dommage de redemander quel est votre numéro alors que t'es client. Donc en fait, cette partie automatisation, par exemple, nous on a un client qui est la SNCF et ils ont un service où les gens en fait ils appellent, et c'est vrai qu'on a mis un bot juste en amont pour justement qualifier, pour dire quel est votre numéro de dossier, quel est le suivi, etc. Et comme ça, l'agent, quand il a l'appel au téléphone, il a le résumé de l'information et tout de suite, waouh, ça y est, ok, alors vous appelez pour tel domaine, oui, pour tel souci, alors okay, où vous en êtes, je crois que vous aviez appelé mon collègue la dernière fois, etc. Tout de suite là, on arrive et on prend vraiment, on compte le problème du client, on s'intéresse à lui, on n'est pas comme tu à lui dire bon alors vous appelez pourquoi, c'est quoi votre souci, et là ça fait vraiment d'émotions négatives. L'autre point toujours pour le conseiller, c'est l'aider à être plus productif. L'IA va permettre tout simplement de faire du résumé de conversation, et pendant en fait que il va pas devoir saisir en entier cette conversation là, il va pouvoir simplement passer plus d'appels. Et nous on voit c'est assez intéressant, c'est que au début tous les gens nous disent mais moi je veux faire du résumé de conversation, mais je veux avoir la main pour pouvoir modifier parce que j'ai pas confiance dans l'IA. Et c'est vrai qu'on se rend compte, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, les gens sont de plus en plus confiants. Et au début, on
arrive à un taux de... au début, les gens disent, ouais, 80%, c'est bon, etc. Plus ça va, plus en fait, avec des petites optimisations, on arrive sur du 90-95% des résumés qui conviennent. La personne va juste ajouter un petit peu les choses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir optimiser un petit peu ce prompt en disant, bah voilà, je veux plutôt un résumé de synthèse, ou je veux plutôt le plan d'action, ou je veux plutôt mettre en avant le problème du client. Selon en fait la demande, bah, les gens veulent savoir un peu plus de choses différentes. Voilà, et donc le résumé, il peut être plus ou moins important. C'est ce résumé de conversation. Après, bien sûr, on va pouvoir le passer à l'analyse sémantique pour pouvoir identifier, par exemple, des problèmes techniques, des problèmes récurrents, parce que quelque chose qui arrive souvent quand on est dans un support client, c'est qu'il y a des problèmes récurrents, mais on n'arrive pas à obtenir des ressources R&D pour corriger ces problèmes. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une hausse comme ça en fait des appels, et le nombre de tickets il suit à peu près la courbe, mais à peine plus bas. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait une hausse comme ça du nombre de clients, mais qu'en même temps que le nombre de tickets augmente mais de manière plus basse. Et ça, on peut le faire uniquement quand on améliore la qualité du produit, la qualité du service, où on anticipe les problèmes. Et ça, en fait, ça se fait en justifiant quel est le coût. Par exemple, le problème du mot de passe dont tu parlais tout à l'heure, ça me fait 50 appels par jour. Et ben tout simplement, si je pouvais l'automatiser, ça libère 50 appels. Donc tu me fais un principe pour récupérer mon mot de passe. Et là, en fait, justement, on le voit avec certains clients, récupérer mon mot de passe, c'est pas juste envoyer un lien et la personne fait sa manip. Non, ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand on a le bot au téléphone, et ben tout simplement, on récupère son numéro de téléphone, on pose éventuellement une question supplémentaire, mais on lui envoie après par email un lien unique ou par SMS un lien unique qui est rien que pour lui et qui va permettre de réinitialiser son mot de passe sans se rappeler de son login, son machin, etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et ça peut être que justifié si tu dis, mais voilà, ça coûte tant en coût de support. Voilà. Après, tu as plein de choses. Ah, vas-y, je t'en prie. Sur ça, c'est aussi un truc qui va avec ce que Fred disait tout à l'heure. Parce qu'on a des liens uniques, à la fin de la journée, on peut rappeler le lendemain en disant « Ah, au fait, on vous a envoyé le lien, vous l'avez pas ouvert, est-ce que vous avez un souci avec votre téléphone ?» Donc, continuer d'apporter cette relation client et cette valeur ajoutée à chaque interaction. Ouais, tout à fait. Et après, on peut le faire également avec du résumé d'email. Ça aussi, du résumé, des suggestions de réponses par email. Là, encore une fois, le but, c'est d'essayer d'avoir des agents qui vont être plus efficaces. Tu peux également faire un chatbot à usage interne. C'est vrai que des outils permettent tout simplement d'aller prendre votre FAQ personnalisé, prendre des emails type, prendre des fichiers de procédure, prendre des fichiers de texte que vous aurez créés, etc., etc., pour pouvoir en fait aider les agents à être plus efficaces. Et il y a une étude qui est assez intéressante, c'est Microsoft en fait qui l'a sorti il y a quelques jours de cela, et qui disait qu'ils ont eu de 9 à 12% de dossiers traités en plus par les agents du service client grâce à l'IA. Et en fait, ils traitent plus rapidement entre 12 et 16% de temps en moins par dossier. Alors ça, c'est du chat, hein. Et donc ça permet vraiment de gagner vraiment en efficacité. Donc c'est cette partie aussi réponse type aide beaucoup aussi les nouveaux agents qui arrivent au centre de contact, parce que forcément ils n'ont pas les connaissances d'un agent expert, et eux, il leur faut un petit peu de l'aide. Ils peuvent dire tiens, comment je peux faire pour ça? Il y a un premier niveau de réponse, ça va permettre d'être plus efficace. Nous, ce qu'on constate, c'est que donc ça aide vraiment les nouveaux agents à être plus efficaces. Les agents expérimentés utilisent beaucoup moins ces fonctionnalités-là, mais les nouveaux agents, c'est vraiment une aide pour eux. Ça permet aussi de corriger tout ce qui est orthographe, parce que nous, on met donc bien sûr le téléphone, etc., mais on voit dans les centres de contact, les gens sont pas toujours très au fait de l'orthographe, et donc le chat permet d'avoir une réponse personnalisée type, et il reste juste quelques mots ensuite en plus à personnaliser si on veut rajouter quelques infos, une URL, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une aide pour les agents. Donc ça, c'était vraiment côté collaborateur. Ensuite, il y a côté client. Côté client, comme tu l'as dit, Henrik, le 24/7 avec le bot qui répond tout le temps. Tu as aussi les pics d'appel. Nous, on voit aussi, on a pas mal de clients qui sont dans le domaine mutuel, assurance, etc. Et c'est vrai que les pics d'appel, c'est quelque chose qui compte beaucoup quand il y a les cartes de tiers payants, quand il y a les assurances qui doivent, par exemple, assurance scolaire, là, on y est presque. Et les assurances scolaires, quand tu dois faire ton dossier scolaire à la fin de l'année, tu dois appeler ta société d'assurance parce que tu l'as qu'une seule fois dans l'année et t'as pas ton compte client, tu l'appelles au téléphone. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un bot qui va dire ah, vous êtes Frédéric Annebet parce que je détecte son numéro de téléphone. Est-ce que vous appelez pour votre attestation d'assurance? Oui. Ah attendez, je vous l'envoie. Est-ce que votre email est bien ça? Ou je vous l'envoie par SMS et vous avez un lien unique pour le téléchargement. Donc là vraiment, on arrive à créer de l'émotion parce que on dit ah waouh, j'ai même pas besoin d'attendre au téléphone parce que tu l'as dit, un des principaux facteurs d'énervement, c'est l'attente au téléphone. Et donc si on peut se dire mais
finalement j'ai résolu mon problème tout seul. Je peux même appeler à 23h le soir pour poser ma question. Et ben, c'est génial, quoi. C'est aussi sur l'attente au téléphone. Il y a un double sujet. C'est plus il y a d'attente, plus les clients sont pas contents. Et plus les clients sont pas contents, moins on peut passer du temps avec eux au téléphone. Donc pour nous, c'est ce qu'on a pu voir avec certains de nos clients, où il y a énormément de gens qui ont ce KPI de est-ce qu'on peut être le plus rapide à répondre au téléphone, mais c'est pas le bon KPI. Le bon KPI, c'est plus combien de temps je passe avec chacun des clients à discuter avec eux et est-ce qu'ils sont contents ou pas à la fin. Donc pour que ces deux KPI vivent ensemble, faut absolument d'avoir de l'IA pour avoir et permettre ainsi sur ces petits appels ou ces informations clés de pouvoir régler cela. Et le temps d'attente, le temps de connexion vraiment, le temps de relation avec le client, c'est ce qui est maintenant beaucoup plus important. Vous avez dit pas mal de choses intéressantes là. Je retiens quelque chose qui est, on veut ajouter de la valeur dans la relation client. Je pense que si on veut vraiment être customer centrique, il faut une certaine obsession du customer journey, du parcours client. Et la réalité, c'est ce qu'on voit. Les stats nous montrent, c'est que c'est seulement 43% des entreprises qui utilisent la tech pour avoir un parcours client fluide. Et quelque part, quand on parle de l'IA, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour permettre de rendre ça plus fluide? Et j'aime beaucoup, Nick, parce que tu as dit que le marketing rentre dans tout ça. Et la réalité, c'est que on voit que les clients sont devenus plus exigeants, mais aussi ils souhaitent un parcours omnicanal, qui veut dire qu'ils veulent communiquer sur les canaux qui sont la leur. Ça peut commencer sur les réseaux sociaux, ça peut commencer n'importe où. Et ça rend, les deux rend tout cela assez complexe. Mais ce que vous avez dit juste avant, qui est pour moi essentiel si on veut réussir d'avoir de l'émotion dans la relation client, c'est que on se focalise sur nos agents, sur l'humain, sur la même façon qu'on focalise sur le CX. On va se focaliser sur l'expérience employée. Et dans tout ça, dans l'IA, peut-être ce qu'on est en train de créer, c'est une certaine complication. Parce que, pour être honnête avec vous, c'est pas facile d'être agent. C'est pas facile d'être au service client. On reçoit, parfois côté émotionnel, des charges émotionnelles autour de l'urgence et de l'énervement. Et vos outils, ce qu'on voit, c'est que tout d'un coup, les trucs faciles sont répondus par peut-être un chatbot, par du AI self-service ou des choses comme ça. Et l'agent hérite de toutes les choses un peu compliquées. Alors, vous avez parlé de KPIs et j'aimerais savoir, à votre avis et ce que vous voyez dans le marché actuellement, est-ce que les gens sont en train de mesurer peut-être les KPIs de l'IA au sein de la relation client? Et quels sont les bons KPIs à peut-être mesurer dans ce contexte d'améliorer l'expérience client aussi? Henrik, je te laisse commencer. C'est un gros sujet. C'est un gros sujet pour nous. Pour nous, de toute façon, on fait pas un déploiement. Déjà, vitesse de déploiement. Ça, c'est très très simple. Est-ce que vous faites vous-même ou est-ce qu'il y a des experts qui vous aident? C'est très important parce que il y a beaucoup de personnes, si elles n'ont pas les connaissances techniques, on a pu voir certains de nos concurrents ou même chez nous, c'est déjà arrivé par le passé, où au final, on a dû refaire le bot plusieurs fois. La réalité, c'est juste entre le fait de dire oui, vas-y, on va faire de l'IA avec nos équipes procurement et le fait qu'on prend l'un des premiers appels ou les premiers chats, il y a un monde qui est assez important. Donc, vitesse de déploiement pour quel est le niveau d'utilisation. Faut toujours une phase de test. Est-ce que les gens sont heureux? Et ensuite, est-ce que c'est scalable? C'est assez simple de créer un bot. Créer un bot n'est pas très compliqué. Je préfère être très transparent. Ce qui va être compliqué, c'est est-ce que ce même bot peut contenir et avoir le même taux de succès pour 10 demandes par jour ou pour 1 milliard de demandes par jour? C'est la même question. Et ce souci de scalabilité est très important. Ensuite, sur l'IA, c'est l'émotion. Est-ce que les gens sont heureux de l'utiliser? Est-ce qu'ils ont envie de le réutiliser? Est-ce qu'ils ont des commentaires associés à ça? Quels sont leurs avis ou pas? Le très bon exemple, c'est McDonald's. McDonald's, ils ont mis de l'IA pour prendre leur commande vocale. Et maintenant, ils ont annulé dans 3000 de leurs restaurants qui faisaient le pilote aux États-Unis parce qu'ils se sont rendus compte que l'IA ne comprenait pas tout, donc ça prenait plus de temps dans leur drive.
Et de deux, c'était aussi qu'ils perdaient cette fonctionnalité de pouvoir communiquer, d'essayer de upsell. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi choisir quelle est la valeur que vous souhaitez. Pratique, quelle est la pratique idéale? Est-ce qu'on y va pour permettre aux agents de monter en compétences? Donc on leur permet de gagner du temps pour monter en compétences, pour faire des formations émotionnelles. Est-ce qu'on utilise pour réduire les temps d'attente? Il y a des gens qui vont dire oui, on utilise l'IA pour réduire les coûts. On sera jamais aussi bien qu'un humain. Ça, soyons très très clairs. Toute personne qui vous dit ouais, prenez de l'IA pour faire de l'IA, non. Prenez de l'IA, oui. Est-ce que vous pouvez réduire des coûts? Actuellement, sur les centres de contact, c'est pas réduction des coûts, mais il y a des difficultés à ramener de nouvelles personnes dans le milieu. Il y a des difficultés à embaucher. Donc, comparé, est-ce que j'ai besoin d'embaucher pour un pic ou sur l'assurance scolaire qui est juste 10 jours, ou est-ce que je peux utiliser l'IA comme buffer sur cette pratique-là? Donc, c'est certains de ces points qui sont très précis, dont les équipes de centres de contact ont déjà ces réponses, et s'asseoir un peu avec eux et d'arrêter que le centre de contact redevient vraiment un centre de valeur plutôt qu'un centre de coût. Et c'est ce qu'on voit auprès de nos clients où ils sont beaucoup plus proactifs. Les équipes marketing leur demandent quelles sont les informations qui sont associées et ils reprennent cet aspect de vraiment apporter de la valeur à chaque interaction avec leurs clients. Fred, tu avais quelque chose ou on passe Ouais, c'est très bien. En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que comme on est éditeur de solutions de logiciels d'enquête de satisfaction client et collab, donc on mesure la satisfaction. Et on mesure la satisfaction, bien entendu, avec le bot et avec l'humain. Et ce qui permet de savoir aussi s'il y a des dysfonctionnements. Par exemple, pour les clients, on a ce qu'on appelle le CES, Customer Effort Score, permet de voir la difficulté que la personne a eu à réaliser une action. Et bien en fait pareil, on a aussi l'employee effort score. Et là en fait ça permet au collaborateur de mesurer la difficulté qu'il a eu avec une conversation téléphonique. Ça peut être une difficulté parce qu'il y a un client qui était vraiment dur au téléphone, ou alors une procédure qui allait pas bien dans l'entreprise. Donc ce truc-là en fait sert à l'interne, mais ça sert aussi parfois à corriger les problèmes avec les bots. Parce que comme tu l'as dit, parfois il y a des interactions où le bot a pas bien compris, ça n'a pas été clair, et la personne en fait elle arrive au service client, elle est encore plus énervée qu'avant. Et donc à ce moment-là, hop, le collaborateur, il peut dire tiens, ça j'ai eu une grosse difficulté à gérer cette conversation parce que justement il y a eu un problème avec le bot ou ça peut être une procédure, enfin peu importe. Et là en fait après, on peut aller réécouter cette conversation-là dans la partie quality monitoring et regarder en fait ce qui s'est passé, quelle était la raison, et comme ça permet de faire de l'amélioration continue. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important, c'est ces aspects mesure de l'émotion, mesure de la satisfaction, c'est essentiel parce que c'est vraiment cette amélioration continue. Et dans le bot aussi, tu peux faire pareil. Est-ce que vous êtes satisfait de la demande ou pas, et pour l'améliorer. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est clé. C'est avoir du feedback, faire de l'amélioration continue. Et quand on met en place un bot, nous généralement, on écoute régulièrement des conversations. Quand il est mis en place, moi je dis, il y a rien de tel que d'écouter des conversations et de regarder la transcription et de voir tac 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 tac. Ah là ici, il y a un truc que je comprends pas ou un truc comme ça, ou les enquêtes où il y a eu justement des mauvaises notes. Et là se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là en fait, on essaie de faire de l'amélioration continue pour justement avoir un taux de satisfaction qui est maxi. Ou alors, on se dit, on passe un agent. Moi, la règle, c'est dès qu'il y a deux interactions où le bot ne comprend pas, il faut passer un agent parce qu'autrement, on va arriver à des gens qui vont être énervés. Et tu vois, on a eu le cas avec Bouygues Télécom Entreprise, que tu connais toujours, qui a mis en place au début aussi un bot. Mais en fait, eux, comme c'est de la téléphonie d'entreprise où c'est un sujet hyper sensible, c'est des problèmes techniques. Généralement, c'est des informaticiens. Ils ont déjà essayé 3-4 trucs. C'est pas juste brancher, rebrancher la box, tu vois. Quand il y a un problème technique, c'est ça. Et puis, ils avaient tenté de mettre un bot pour répondre à des demandes, mais sauf que c'était des commandes trop compliquées. C'était des demandes trop précises et un bot pouvait jamais y arriver. Et donc, ils ont fait marche arrière et au lieu de mettre le bot, ils ont mis en place la visio. Donc, la visio API avec toi. Et donc, en fait, c'est vrai que, pour eux, ça permet d'améliorer le NPS parce que là, le client était content de pouvoir montrer ce qui se passait, d'avoir directement la solution parce que on a eu le cas aussi avec des personnes. Tu te souviens du cas d'Atlantique où en fait les personnes en fait disaient ouais j'ai un problème avec mon chauffe-eau, je comprends pas, ça marche pas, ils appellent Atlantique et puis le technicien il dit non mais je comprends pas, qu'est-ce que vous me dites machin, on cherche une fois, deux fois, trois fois et puis le technicien il lance la visio et puis il dit montrez-moi et là ils se rendent compte que c'est pas un chauffe-eau Atlantique mais d'une marque concurrente alors que la personne était au téléphone depuis 5 minutes à dire ouais je suis pas content, ça marche pas votre chauffe-eau. Donc voilà, donc c'est pour ça que justement cet aspect émotion est important, il faut savoir déclencher les bons canaux au bon moment. Voilà.
Ouais, quand Il je y a une vous chose que écoute, je me dis que, et ce que j'entends du marché aussi, c'est que il y a beaucoup de tests sur l'IA pour remplacer peut-être des tâches de pas de grande valeur ajoutée. Mais pour moi, et quand on parle, je reviens à ce parcours client, il faut se dire qu'est-ce qu'on doit mesurer. Hein, qu'est-ce qui est possible à mesurer? Je pense que le human takeover rate, alors je fais mon américain là, hein, human takeover rate, en français, Fred, tu vas me dire, c'est la prise en charge par un humain. Et je pense que c'est vraiment le moment. Maintenant, c'est le moment de dire, vous avez ajouté, ça fait 3 mois que vous faites un test. C'est quoi le human takeover rate actuellement? Comment il a changé? Parce que, et on va parler d'émotions maintenant, on peut créer beaucoup de frustration dans notre parcours client parce qu'on voulait peut-être être moderne, être un peu plus sexy que les autres entreprises et ajouter de l'IA. Et sur ça, ce qu'on voit, c'est la réalité. Les stats montrent que créer de l'émotion, parfois, c'est pas que du positif, ça peut être du négatif. C'est 80% des clients qui disent qu'ils sont frustrés avec les chatbots. Que 60% sont prêts à attendre pour parler à un humain. C'est la réalité du marché actuellement. Et je veux parler vraiment de se mettre de l'émotion dans la relation client. Comment on fait? Fred, qu'est-ce que t'en penses? Alors en fait, pour moi, il faut travailler à plusieurs niveaux. Le premier, en fait, c'est la culture client. Je dis toujours, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et donc, en fait, il faut pas se louper. Alors, par exemple, nous, on a sorti cette année ce qu'on appelle les voix personnalisées, les voix humaines. C'est-à-dire qu'on est passé du SVI un petit peu robotisé en disant bonjour, vous êtes bienvenue, vous êtes au service client de Bidule, qui est une voix qui est assez robotisée. Et grâce au dernier progrès de l'IA, on arrive en fait à faire des voix personnalisées. Et chez certains de nos clients, là, on a OpcoEP, donc des gens qui sont dans la partie formation, qui vont mettre en place en fait la voix personnalisée et ils vont cloner la voix du responsable des services clients. Et on peut même aller jusqu'à cloner la voix de chaque conseiller pour faire vraiment, voilà, vous êtes bien sur la boîte de Frédéric, je suis pas là, vous voyez avec mon collègue. Donc on essaie de mettre déjà une première impression qui arrive dessus. Ensuite, on essaie aussi de travailler le parcours client, essayer de mettre en fait un effet waouh qui soit programmé, spontané ou via le produit. Programmé en fait, c'est que tout simplement, on va mettre en place des actions qui vont permettre de faire un effet waouh chez le client. Ça peut être un process, genre, il y a une réclame. Par exemple, nous, il y a certains de nos clients qui font donc post-réclamation, ils font un système d'enquête de satisfaction pour vérifier si la personne est vraiment contente de la manière dont est gérée sa réclamation. Et généralement après, ils reçoivent une enquête, votre dossier a été clôturé, est-ce que vous êtes content ou pas? Et la personne dit non mais je suis pas content, etc. Et elle est toujours étonnée de recevoir quelqu'un au téléphone qui lui dit vous avez appelé parce que vous n'étiez pas content du jugement qui a été fait, etc. Parce que souvent quand les gens ils sont pas contents, moi ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec la RATP et j'ai fait une réclamation et j'étais content comme qu'une personne m'appelle après derrière et puis parfois c'est cet aspect aussi proactivité. On a un client qui s'appelle Prévoir et ils mettent en place des campagnes d'appels proactifs. C'est-à-dire que ils se sont rendus compte que les gens qui partaient à la retraite, en fait, ils prenaient l'argent qui était placé chez Prévoir depuis des années parce qu'ils étaient en entreprise et puis partent à la retraite. Et là, à ce moment-là, c'est le banquier qui les appelle en disant vous partez à la retraite dans quelques semaines, comment on fait pour vos placements? Et vous voyez comme ça qu'ils perdaient des clients. Donc, ils ont mis un programme d'appel proactif, c'est-à-dire que 2 ans avant de partir à la retraite, ils appellent la personne en disant bon voilà, est-ce que vous avez commencé à y réfléchir, est-ce que vous avez pensé au placement, etc. Actuellement vous avez telle somme qui est disponible, etc., etc. Donc ils lancent comme ça des appels proactifs de manière régulière pour rappeler en fait ces clients-là. T'as l'appel proactif aussi, par exemple de bienvenue, l'appel cocooning. Ça, l'appel cocooning, ça génère pas mal d'émotions et c'est vraiment bien parce que tu viens d'arriver dans l'entreprise, t'as pas eu d'interaction et là t'as cet petit appel cocooning qui dit bon alors bonjour, vous êtes client chez nous, comment ça se passe, est-ce que vous savez que vous avez droit à telle chose, et c'est vrai que c'est bien. Et nous on le faisait même aussi chez un éditeur de logiciel, c'est-à-dire que 3-4 mois avant la fin du contrat, qui est généralement sur 1 an ou 2 ans, on l'appelait pour dire bon alors on appelle un peu pour faire un point sur votre contrat, comment ça se passe, est-ce que je peux vous aider, vous donner des trucs et astuces, et le client il est surpris et il voit la valeur de son contrat. Et après comme ça quand il revoit 3-4 mois plus tard sa facture, il se dit bon allez, ça vaut le coup finalement, il m'a donné un truc et astuce, il m'a donné un petit conseil qui me permet de gagner de l'argent. Voilà. Donc c'est vraiment cet aspect efficacité qui est importante. Et si là on est du côté, donc bien sûr, des clients finaux, il faut également penser à la culture client au niveau des collaborateurs. Et c'est essentiel que lorsque la personne elle a un agent au téléphone, que lui il essaye de faire de son mieux
pour que ce moment d'interaction se passe vraiment de manière la plus enchantante, que ce soit un moment d'enchantement. Donc j'ai parlé tout à l'heure de la relation client attentionnée, mais on a mis en place chez certains de nos clients, la Maïf par exemple, le module félicitation. Le module félicitation, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la personne en fait elle appelle à son service client, donc en fait là on résout son problème, etc., etc. Eux ils ont du temps et ils ont de la latitude, ils donnent de l'autonomie aux conseillers pour qu'ils soient capables de trouver des solutions parfois un peu plus créatives que ce qui est prévu dans les procédures. Et à la fin de la conversation, donc il y a l'enquête de SAT par téléphone ou par email, peu importe. Et là en fait les clients peuvent donc non seulement donner un avis sur la situation, mais ils peuvent aussi féliciter l'agent qu'ils ont eu au téléphone. Donc généralement tu mets un curseur quand il y a une note de 4 ou 5, tu proposes cet aspect félicitation. Dans ces cas-là, eh ben le client en fait enregistre une félicitation en disant bravo, c'est super gentil, votre conseiller, enfin vos conseils étaient vraiment sympas, etc. Et cette félicitation elle est envoyée directement au conseiller qui reçoit donc un email ou une notification dans sa solution de centre de contact. Et c'est vrai que tous les gens nous disent à la Maïf, Agnès me disait ça, eh ben c'est vachement génial pour le conseiller de voir en fait que le conseiller a dit c'est génial, merci. Et souvent elle nous dit les conseillers ils aiment bien se replonger dans le dossier pour se dire mais qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce qui était sympa, parce que c'est comme tu as dit c'est pas un métier qui est facile. Et en fait si on peut comme ça avoir des petits moments de bonheur, des moments feel good, ça fait vraiment du bien. Ouais, Fred, ça pousse à faire de l'orientation client en plus. On parle de mettre de l'émotion dans la relation client. Tu as parlé de ce effet wow. Et ce que j'adore et ce que j'entends de nos clients chez Apizis, c'est que Apizis, c'est une machine à wow et une machine à satisfaction client. On l'entend avec des clients comme Kiloutou Atlantique. Est-ce qu'on crée une relation humaine avec les clients? On règle un problème assez complexe plus facilement, parfois vraiment très souvent pour éviter un déplacement. Mais ce côté émotion, c'est le côté humain. On voit quelqu'un, on parle quelqu'un, on les invite quasiment chez nous, même si c'est à distance. Et ça, c'est fort. Sur cette partie émotion, PolyAI a quelque chose, on parlait de ça avant, sur la voix utilisée. Henrik, est-ce que peut-être dans ce cas où il n'y a pas de déplacement et il n'y a pas d'humain, est-ce qu'on peut ajouter de l'émotion quand même? Pour nous, j'ai 2-3 exemples en tête. Le premier que j'ai, c'est Pet Paradise. Alors Pet Paradise, c'est un truc que peu de gens connaissent, mais moi je vous le recommande à tous. Vous tapez Pet Paradise. En gros, c'est des hôtels pour chiens et chats. Et les gens, ils nous appellent pour dire oui, alors je pars en vacances, j'ai mon chien, est-ce que je peux vous le déposer à l'hôtel? Et du coup, on lui fait oui, et la personne, des fois, elle nous fait est-ce qu'il va être bien traité, etc. Et Pet Paradise, ils ont des webcams. Donc derrière, on leur envoie un lien. Ou quand quelqu'un nous appelle, fait oui, je voudrais savoir comment va mon chien. On fait, il est basé dans lequel de nos hôtels chez Pet Paradise. On leur envoie le lien associé avec les informations de Pet Paradise pour nous dire voilà, c'est ce chien-là qui est basé sur cette vidéo-là. Donc les gens peuvent voir. Ça, c'est une première émotion. Un de nos clients, NSNI, c'est NSNI ici, il s'occupe de 2 choses, la loterie et les décès. Donc sur la loterie, quand quelqu'un gagne la loterie avec eux, chacun de leurs adhérents, chaque mois, il reçoit une lettre et ils font un tirage au sort. Et une fois par mois, il y a quelqu'un qui gagne 50 000 par mois. Et donc il y a quelqu'un qui fait je crois que j'ai gagné. Et là le bot fait waouh, incroyable, c'est trop bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, etc. Et après on prend le process. Mais de l'autre côté, pour les personnes comme Fred venait de le mentionner, pas sur la partie prévoyance, mais sur les personnes qui ont des décès dans leur famille, c'est un moment à très forte valeur émotionnelle, très très forte aussi valeur en termes de charges et de principes. Donc nos clients, ils nous ont dit voilà, nous avec le Covid, on a eu énormément de demandes et en vrai, ça affectait nos agents de devoir répondre à ce même type de questions. Est-ce qu'un bot peut le faire? Donc on a pris ce challenge et c'est très simple. Si vous appelez un SNA et vous leur dites j'ai quelqu'un de décédé ou qui comprend qu'il y a un événement tragique dans la famille, le bot change sa voix, son intonation et son rythme. Donc au lieu d'être super heureux, il va faire je suis vraiment désolé. Est-ce que vous souhaitez que je vous passe à un de nos agents ou est-ce que je peux vous aider à répondre à votre demande? Donc un ton beaucoup plus empathique, beaucoup plus lent et c'est vraiment ce travail de la voix avec nos clients et aussi avec le retour de leurs propres clients sur lequel on travaille. Un des points que je voulais mentionner tout à l'heure, que Fred a bien soulevé, c'est sur le parcours client, il y a un parcours.
Et pour en discuter assez souvent avec nos propres clients ou nos prospects, il y en a énormément qui ont déployé quelque chose il y a 1 ou 2 ans et qui font pas cette constante réitération ou qui se mettent pas à la place de leurs propres clients. Si j'étais à la place d'un de mes clients, est-ce que je serais satisfait de ce parcours-là? Donc, c'est aussi sur ce même aspect où pour nous, cette itération avec nos bots, où on a nos propres équipes en interne, où on appelle nos propres bots et on leur fait ouais, non, c'est pas cool ça j'aime pas. Donc on se challenge nous-mêmes, mais c'est aussi nos clients les challenge constamment. Donc pendant les 3 premières semaines, il y a ce déploiement. Donc cette émotion, c'est aussi comprendre une fois que l'appel est transféré à un agent, est-ce qu'il a toutes les informations pour continuer, soit à vendre, soit à aider cette personne si c'est une situation difficile, ou si on a transféré sur un autre canal, par exemple envoyé un lien précis, est-ce qu'ils ont ouvert ce lien? Est-ce qu'il y a eu d'autres interactions un peu plus loin? Donc c'est le cas avec Simply Health, où maintenant Simply Health, qui est un des assureurs ici au UK, ils ont ce qu'on appelle une AI governance, et c'est ce que je recommande à tout le monde de faire. C'est en gros, il y a des personnes de chacun de leurs départements du parcours client qui ont des petits projets IA, et ils ont vraiment un comité de direction de l'IA. Et Simply Health, actuellement, vous faites une demande pour une demande dentaire ou pour un médecin ou quoi que ce soit. 3 jours après, elle est réglée et vous avez l'argent dans votre compte en banque. Donc quand j'entends ça et que je connais très bien mes mutuelles en France, je fais bon les copains, il y a des nouveaux standards, et c'est cet aspect-là, c'est juste être ouvert à tester des choses et de se dire ça fonctionne, cool. Quel est l'impact, est-il positif ou pas sur la relation client? Si c'est positif, on continue. Si c'est négatif, on le retire. Ouais, c'est vrai que nous, on voit bien que ce qui marche le mieux, c'est quand il y a le bon usage et la bonne coopération entre l'humain et l'IA. Moi, je vois un exemple typique qui est assez sympa, c'est celui de Geodis. En fait, tu vois, ces Geodis, ils ont bien compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la personne reçoit son colis, Maison du Monde, etc., donc elle a une application mobile qui lui permet de voir, tiens, il reste plus que 2 livraisons avant que le chauffeur il arrive, etc., etc. Ils ont un SMS aussi qui lui permet d'avoir des choses. Par exemple, s'il y a un retard ou des choses comme ça, ils peuvent suivre l'avancée du chauffeur. Et surtout, en fait, il y a le chauffeur qui appelle avant. C'est-à-dire qu'il appelle juste avant d'arriver. Et quand il est en approche, il dit voilà, bonjour, je suis chauffeur Geodis, est-ce que vous êtes là? Et cet aspect à la fois de mettre de l'humain et mettre en fait du conseiller, c'est vraiment quelque chose d'humain et de l'IA, c'est quelque chose qui est vraiment important, et c'est là où on arrive vraiment le meilleur taux de satisfaction. On prend le meilleur des deux. On prend l'humain qui va dire ouais je suis là, comment ça se passe, etc. et l'automatisation avec le suivi de l'avancée de la livraison. Et ça, je trouve que c'est vraiment fort, et c'est là qu'on apporte vraiment la valeur ajoutée. Voilà. Pour toi, Fred, la question c'est comment commencer à mettre plus d'émotion ou plus d'IA? Où tu commencerais aujourd'hui? Alors en fait, pour moi, il y a quelque chose qui est important. C'est se dire où je dois mettre de l'humain au bon moment et où je dois mettre du bot. Et donc en fait, nous on commence toujours avec nos clients en disant mais ok, quelle est la problématique actuelle? Est-ce que vous avez des pics d'appel? Est-ce que vous voulez ouvrir du 24/7? Est-ce que vous voulez avoir un premier niveau de réponse? Est-ce que vous voulez automatiser les réponses à faible valeur ajoutée? Donc nous on commence toujours là-dessus avec une série d'ateliers, parce qu'en fait c'est ces ateliers de découverte qui permettent d'identifier ce qu'il faut faire vraiment. Par exemple, tu vois, on travaillait avec une filiale, une entreprise qui travaille dans le domaine du transport. Et elle me disait, tiens, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aider les gens à suivre leur dossier. Et je dis, ok, très bien, on va suivre leur dossier, mais il y a combien de demandes, en fait? Et c'est vrai qu'il me disait, on a une petite dizaine de demandes tous les jours sur tel sujet, 10 là-dessus, 10 là-dessus. Et je dis, mais c'est pas beaucoup de volume. Qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter vraiment de la valeur? Ça va pas forcément aider les gens. Et donc, c'est là qu'on a changé un petit peu le fusil d'épaule, et on est passé plutôt sur du suivi de dossier 24/7, en dehors des heures d'ouverture. Et là, ça apportait plus de valeur, parce que les gens étaient, parce qu'ils avaient des horaires d'ouverture qui n'étaient pas extensibles. Et là, ça apportait vraiment de la valeur. Ou faire on se dit, non, finalement, c'est pas forcément du bot qui va le faire, mais on va enregistrer la demande, et après, ça va être transféré à un agent qui va être traité cette demande le lendemain matin dès que ça arrive. Donc en fait, il faut vraiment commencer par
quels sont mes cas d'usage et où mettre du bot au bon moment. Moi, je dis que pour mettre un chatbot, il faut entre 25 et 50 demandes automatisables par jour. Pour mettre un callbot, on est plutôt entre 50 et 100 demandes automatisables par jour. Et ça, en fait, ça apporte de la valeur. Il faut toujours voir aussi la granularité. Je pense que tu le vois aussi, Henrik, de ton côté. Il y a des gens qui disent, ouais, je vais mettre un bot pour des problèmes de mots de passe. Sauf qu'en fait, on dit, ok, les mots de passe, mais vous avez combien d'applications? Et c'est là qu'ils nous disent, bah, on a Office, on a machin, et on se retrouve avec 5-6 applications, mais on leur dit, mais attention, si on veut renvoyer un mot de passe automatique, si c'est juste renvoyer un lien, ça va, mais s'il faut réinitialiser quelque chose avec le bot, c'est plus compliqué. Donc en fait, il faut vraiment définir ce qu'on va mettre en place. On a perdu Charles à un moment là. Je suis venu au bureau pour avoir du super Wi-Fi et finalement, peut-être je suis mieux à la maison. C'est cool. Vous êtes passé sur cette question de quand passer à l'humain et pour nous, elle est primordiale chez Apizee et on le voit, c'est demandé, c'est toujours demandé dans le service client. Henrik, je sais, j'ai pas entendu peut-être. Tu as parlé de ce côté VIP et des callers un peu qui sont pas autant tech savvy, tu vois, qui n'utilisent pas la technologie au quotidien. C'est effectivement sur cette partie, sur les questions des personnes. Il y a des personnes il y a différentes démographiques. Il y a certaines personnes qui sont très très fortes sur un chatbot, sur WhatsApp, ou les personnes qui vous appellent si elles sont un peu plus âgées, savoir qu'elles sont déjà âgées ou si elles sont ou si elles sont déjà associées au sein du centre de contact ou du CRM en tant que personnes vulnérables, les transférer à des agents qui savent y répondre, ou les personnes VIP, c'est-à-dire que nous on travaille pas mal de restaurants et d'hôtels, surtout à Las Vegas, et du coup ce qui se passe c'est Vegas c'est notre bébé. Hein. S'il y a de fortes chances si vous appelez un hôtel à Vegas, vous nous appelez, ou même un casino. Et c'est sur cet aspect-là où on a un exemple où actuellement dans un des hôtels, il y a Monsieur Gordon Ramsay. Et donc Gordon Ramsay, il prend pas d'appel. Donc quand Gordon Ramsay il appelle le room service, Gordon Ramsay il passe pas par le bot. Donc c'est sur cet aspect-là où il y a certains niveaux d'appel et de VIP où on peut aussi leur donner des traitements améliorés. C'est-à-dire en ayant ces personnes qu'on voit leur numéro arriver dans le bot, on va déjà chercher énormément d'informations dans le CRM, on va déjà prévenir un agent que attention, il y a un VIP qui va arriver. Et on essaye de faire de la préqualification, comprendre pourquoi ils appellent. Et dès que c'est quelque chose un peu technique, voilà, on leur passe tout de suite. Ou on peut de temps en temps, si on voit qu'ils ont déjà répondu dans le bot et qu'ils sont heureux du bot, on essaye de faire de l'upsell. On va leur faire, on voit que vous venez à Vegas pour une ou deux nuits. Est-ce que vous voulez qu'on vous book ce restaurant? L'information du restaurant est quelque chose qu'on a eu via le CRM. Donc, pour que ça fonctionne bien, il faut aussi avoir des bonnes connexions avec les autres outils. Et c'est vraiment le client qui décide ce qu'il veut faire ou pas. Pareil avec les sociétés de taxi avec lesquelles on travaille. Il y a certains numéros d'entreprise. Quand, par exemple, TF1 ou la BBC les appelle, ça passe pas par le bot. Il y a un agent qui est dédié au quotidien pour s'occuper de ces comptes-là. Donc, ça va directement à lui. Ok. Ouais. Le dernier point, je dirais aussi, c'est savoir aussi quand est-ce qu'il faut faire du high-tech, quand est-ce qu'il faut faire du low-tech. Ouais. C'est vrai que le bot, ça fonctionne très bien pour pas mal de solutions un petit peu complexes, etc. Mais parfois, il faut faire des trucs simples, pas forcément des trucs compliqués. Nous, on fait par exemple du SVI visuel, mais on peut faire aussi avec un bot. Hein. C'est tout simplement quand la personne, elle appelle, au lieu de lui dire, voilà, il y a 10 minutes d'attente, est-ce que vous voulez continuer à attendre ou est-ce que vous voulez traiter votre demande en self-care? Là, en fait, elle reçoit un SMS et avec ce SMS en fait elle a des liens qui lui permettent en fait de réinitialiser son mot de passe, d'avoir son solde de son compte, parce que parfois avec un bot c'est un peu compliqué de donner son numéro de colis. Ça on le voit souvent, le numéro de colis c'est avec de l'alphanumérique, c'est pas évident parce que les gens ont un accent ou moi j'ai déjà vu ça avec des gens qui mettent la télé. Et quand tu écoutes la conversation, tu comprends, mais pourquoi le bot n'a pas compris? Et tu vois qu'il y a TF1 qui est à côté, et que le bot, il a compris qu'il y a la personne qui parle, et ça, c'est assez marrant. Ou alors, le mari qui discute avec sa femme, en même temps, qui dit, non, mais je suis en train de discuter avec le robot, avec la dame, là. Parce que des fois, il pense que c'est une dame. Mais je suis discuté avec la dame, là, je suis en train de mettre le numéro, mais retrouve-moi le numéro de colis. Et là, c'est assez drôle. Avec TNT en France, on en a des perles, hein. Le nombre de fois, on a des gens qui nous appellent en disant, oui, alors votre télé, elle fonctionne pas, j'ai un boîtier, c'est n'importe quoi. Et c'est là où il y a cet aspect de dire, je suis désolé, mais moi, je suis le transporteur, je peux pas vous aider sur ça.
par contre, voici le numéro. Donc c'est des, mais oui, on a ce genre d'interaction Voilà, donc très fréquemment. des fois comme ça, pour éviter ce genre de soucis avec des trucs un peu parasites, parfois nous on fait du low-tech. Donc low-tech, le S-visuel, tu es au téléphone, tu proposes ou tu imposes à la personne de recevoir un SMS avec le lien. Et le lien, en fait, tu permets d'avoir une interface web qui est adaptée et qui est plus facile pour ce genre de demandes qui sont complexes, en fait, parfois à gérer avec un bot parce que il y a toujours donc des choses un peu compliquées. Et voilà, donc c'est des choses simples. Donc parfois, penser low-tech plutôt que high-tech, c'est moins cher et ça fait un peu plus de bien à la nature. Je suis d'accord. Je veux parler de empathie. Comment mettre de l'empathie? C'est un mot qui est utilisé souvent. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais comment on peut mettre de l'empathie dans la relation client? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on avait légèrement évoqué le sujet auparavant, mais l'empathie, en fait, nous, on essaye de le mettre au niveau du bot, bien entendu, comme tu l'as dit, avec cet aspect voix qui va s'adapter quand il y a un décès, etc. Ça, c'est important. Ou quand j'ai répété, des choses comme ça, et essayer d'avoir des choses. Mais l'empathie, quand même, quelque chose qui est proprement humain. Et cet aspect humain, en fait, ça se travaille avec de l'écoute. Alors, nous, on voit bien qu'il y a une première chose, c'est travailler aussi sur le profil des collaborateurs. On a par exemple la société Cost System, donc Guillaume Antonietti, qui met en place en fait le Customer Orientation Score, qui permet en fait de mesurer l'empathie et l'orientation client des collaborateurs. Donc, avant de recruter quelqu'un, tu fais passer un test de recrutement pour savoir si le conseiller, ça va être un bon conseiller. Et ça, c'est vraiment important. Et même, tu peux faire passer ce cost recruitment ou ce cost system à l'ensemble de tes collaborateurs en sachant qui est orienté client et qui n'est pas orienté client. Ce qui permet après de travailler leurs forces et leurs faiblesses. Alors, on change pas sa nature profonde, mais on peut l'orienter. C'est vrai qu'à la fin de la journée, tu auras du mal à être très empathique, mais en début de journée, tu peux l'être. Donc, en fait, il faut travailler sur cette empathie-là avec le recrutement de bonnes personnes. La partie, bien sûr, feedback, parce que je disais le module Bravo, c'est vraiment bien. La partie quality monitoring, où tu vas écouter en fait les conversations et les noter. Alors, bien entendu, cette partie quality monitoring va consister à vérifier l'aspect forme, mais également l'aspect fond, les deux. Et nous, on voit bien chez nos clients ce quality monitoring qui permet donc de générer un peu plus d'empathie, de faire en sorte que les gens soient plus orientés clients, etc. Et en fait, il y a un premier niveau. Au début, quand on le met en place, c'est beaucoup sur la forme. C'est-à-dire, est-ce que tu as dit bonjour, est-ce que tu as dit les mentions légales, etc., etc. Et en fait, en un deuxième temps, lorsque tu es arrivé en fait à un bon niveau chez à peu près tout le monde, sauf les nouveaux agents qui arrivent entre temps, etc. Mais voilà, pour les agents qui sont bons, et en fait, tu passes à un autre niveau, et c'est là que tu gères l'émotion, tu gères plus, au lieu de dire bonjour, bienvenue chez telle entreprise, tu vas dire bonjour, bienvenue, c'est telle entreprise, comment allez-vous? Ah, vous êtes dans le sud de la France, ah, comment ça va, etc., etc. Et donc là, on essaye vraiment de travailler cet aspect qualitatif. Et bien entendu, tout ce qui était organisation interne et aussi donner de l'autonomie aux collaborateurs. Donc on le voit bien, pour essayer de faire en sorte que ça améliore les process, il faut pas être dans cet aspect directif. Il faut que les gens soient en fait moteurs. Et nous en fait avec nos outils, donc on récupère les enquêtes de SAT, des choses comme ça, on récupère des appels. Et ce qui est pas mal, c'est faire une réunion groupée entre les agents et en faisant écouter soit avec le superviseur, soit sans le superviseur, une conversation. Et on leur dit mais comment on pourrait faire pour que ça se passe mieux? Et on dit pas, tiens, ça s'est mal passé pour ta conversation, mais comment on peut faire pour que ça se passe mieux? Et là, en fait, tout le monde se dit, ah tiens, je peux faire ci, ou on peut faire ça, etc., etc. Est-ce que l'empathie est important? Les études nous montrent que 96% des clients disent que l'empathie est très importante dans la relation client. Petit problème, seulement 3% des agents disent que c'est leur point fort. Alors dans tout ça, on peut ajouter de la tech, on peut faire tout ce qu'on veut. Je pense très simplement, on peut être plus empathique avec nos clients si on forme nos collaborateurs et spécifiquement on pose la question comment tout le monde peut être empathique avec nos clients. Henrik, tu avais quelque chose de plus à ajouter sur ce point-là? Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Je pense que un des gros trucs que nous on a vu, qu'on a mis en place, c'est justement pour que les collaborateurs, comme le disait Fred, une journée, c'est très très long, et le taux d'empathie est généralement mieux juste avant de manger ou juste après. Donc c'est sur cet aspect-là où on tend à se router vers les bonnes personnes. Donc les personnes qui ont, par exemple, si elles ont déjà insulté notre bot, on prévient les collaborateurs, on dit aussi aux clients, c'est la première fois. La deuxième fois, on déconnecte l'appel. Donc c'est quelque chose où au moins elles sont au courant. Et quand on l'envoie vers des personnes, les plus complexes, aux personnes qui ont le plus cette habitude-là, et les personnes qui viennent de commencer, on leur envoie des calls. Parfois des calls de demande très faciles.
Certains de nos clients nous disent ouais, on va pas utiliser le bot ces temps-ci, on veut juste former certains collaborateurs. Donc leur envoyer ces informations-là pour les aider. Top. Je veux aider des gens qui sont toujours avec nous. Peut-être certains sont à la début d'ajouter de l'IA et faire ce mariage de bien doser l'humain et l'IA ensemble. Comment ils peuvent commencer? Qu'est-ce que vous recommandez facilement pour quelqu'un qui va débuter aujourd'hui? Juste en prie, Henrik. De regarder quelles sont les vraies priorités. Qu'est-ce qui aura la plus forte valeur ajoutée? Très très simple. Comment est-ce que je peux automatiser une partie des demandes, à la fois que ça soit sur le canal voix, sur le canal chatbot, sur le canal email. C'est pas le même procédé. Je pense que Fred il a dit plusieurs fois, c'est l'assistance. Aujourd'hui, comment résumer un appel, par exemple, sur la sémantique, ça prend pas tant de temps que ça. Le niveau de compréhension aussi des demandes. Et c'est vraiment commencer petit et commencer sur différents sujets. Donc pas juste se dire ok on va le faire, mais aussi vraiment y aller quoi. Pas juste faire un POC pendant 3 mois sur une dizaine d'appels. Non, ok on va essayer de prendre de l'IA et voir comment nos clients réagissent sur une cinquantaine d'appels. Et derrière on fait ça pendant plusieurs mois. On regarde est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif. C'est une démarche prendre un peu plus de risques, mais c'est, je pense, là où on verra vraiment plus de retours positifs pour tout le monde, pour les clients, pour les conseillers, et en ayant différents petits projets aussi, c'est cette capacité à faire du 24/7. Ça devient, pour moi, c'est même plus une question à présent. C'est ça, c'est les résumés d'appels, l'analyse des cas d'usage. Pourquoi est-ce que les gens, comme disait Fred, il y a beaucoup de cas, beaucoup de parcours clients. Quels sont les parcours où les gens, ça ne passe pas? Donc, l'IA peut identifier ces verbatims et derrière, effectivement, avoir tous ces petits projets d'IA et voir est-ce qu'ils interagissent ensemble. Parce que le parcours client d'IA, en tout cas le plus avancé que nous on a pu voir chez nos clients, c'est on a le voice bot qui parfois renvoie vers le chatbot sur certaines demandes, qui ensuite va vers l'agent. L'agent à ce moment-là, il a de l'IA pour l'aider à répondre aux questions. Et ensuite derrière, il y a tout ce qui est le QA, le monitoring qui est aussi fait avec de l'IA, et même certains des emails de réponse qui sont envoyés par l'IA. Donc c'est pas un seul segment, mais chacune des informations de chacun des points de contact va nourrir le reste, ce qui fait que on appelle ça des agents augmentés. Et c'est effectivement, les agents sont beaucoup plus à même de traiter des demandes complexes, mais ils sont augmentés par la force de l'IA à tous les points des interactions sur tous les canaux. Ouais. Alors je dirais qu'il y a deux choses. Il y a les plans d'action sur l'humain et les plans d'action en fait sur l'automatisation, etc. Sur l'humain, on voit vraiment que c'est des process qui vont être longs parce qu'en fait, il faut remettre en cause des choses, remettre en cause des habitudes, et il faut en fait que le geste devienne un réflexe. Et ça, c'est pas forcément évident. Et changer ses habitudes, sa manière de travailler, ça prend du temps. Et nous, on le voit bien. Si on veut changer ces éléments-là et mettre de l'émotion avec l'humain, il faut que ça soit un petit pic de temps en temps. On voit bien qu'une formation sur, par exemple, la gestion des appels difficiles, ça fait un effet, puis après, ça redescend. Donc en fait, il faut véritablement avoir une piqûre de rappel tout le temps. C'est pour ça que le fameux module Bravo dont j'ai parlé tout à l'heure, avec ses enquêtes de satisfaction et les félicitations des clients derrière, ça arrive très régulièrement et ça permet tout de suite de créer une évolution dans le temps et de montrer par l'exemple ce qui se passe. Et nous, on le voit avec ce module Bravo-là, les collaborateurs dans les 90-95% des cas l'utilisent en fait pour prouver à leur manager, pour montrer l'orientation client, et c'est un vrai outil de management. Et à l'inverse, donc les superviseurs utilisent aussi ces bravos-là pour en fait motiver les collaborateurs. Et il faut toujours motiver dans le bon sens, c'est-à-dire que on dit toujours, tu félicites en public et tu réprimandes en privé. Et donc en fait, il faut vraiment travailler sur cet aspect-là. Donc la partie humain, c'est utilisation des feedbacks, amélioration continue, quality management, quality monitoring, tout simplement l'analyse des conversations téléphoniques, etc. Ça se joue sur le long terme. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment travailler dans le temps. Côté humain. Côté automatisation, self-care, bot, SI, visuel, peu importe, et en fait, il faut identifier où agir en priorité dans son parcours. Et c'est là, en fait, qu'on va se dire, mais
où je vais apporter de la valeur, ou au contraire, il faut que j'automatise les choses. Et c'est là en fait qu'on va pouvoir apporter le maximum d'impact. Comme tu disais, travailler avec un POC ou un pilote sur un petit volume d'appels, ou travailler sur un service en particulier ou une demande. Nous, on l'a déjà vu avec certains de nos clients. Ils ont commencé avec une branche de SVI, ils gardent le SVI classique, mais à un moment donné ou sur un type de demande, hop, ils mettent du bot. Ou alors se dire, je commence petit, je commence par un simple SVI langage naturel où je vais prendre la demande du client et je vais répondre à 2-3 FAQ et autrement je transfère à un agent. Donc ça permet d'avoir une voix personnalisée, ça permet d'avoir un transfert qui est plus naturel, de réduire les erreurs de transfert, etc. Puis après on peut passer à autre chose. Donc commencez petit, commencez simplement, identifiez où agir en priorité et puis voilà, lancez-vous. On dit où commencer. Je pense qu'il est essentiel de savoir que c'est un investissement. Et si on va investir dans l'IA, il faut investir dans l'humain. Et je pense que on a parlé de pas mal de sujets aujourd'hui. J'imagine que ça potentiellement emmène plus de questions. Si vous regardez dans le chat, on a ajouté pas mal de guides et de blogs autour de ces sujets-là qui vous permet d'aller un peu plus loin et aussi de nous joindre pour discuter en live. Fred, tu veux parler? Il y a un livre blanc que vous avez sorti récemment là. Peut-être 2 mots sur ça? Ouais, tout à fait. Alors, en fait, c'est un livrement dans lequel tu as collaboré d'ailleurs, mon cher Charles. Il y a un avis d'expert, comme tu es notre référent visio chez nous. Donc, en fait, nous, on voit bien, comme tu disais, que la visio, c'est vraiment une machine à waouh. Dès qu'en fait, vous êtes dans une entreprise où vous faites de l'intervention, du support, du dépannage, ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Comme tu disais, la machine à waouh, comme disait Kiloutou, Guillaume de Kiloutou de Nantes, là, disait ça, que ça permet vraiment d'aider les gens et après les gens ils peuvent plus s'en passer parce qu'ils disent ouais allez on se fait une petite visio pour régler les problèmes. Deuxième chose, ça permet d'optimiser aussi les process, réduction des coûts. On a eu le cas dans une société d'assurance où tout simplement en fait avec la visio, ils ont la possibilité comme ça de faire une expertise à distance. On a également le cas du conseil départemental 44 où en fait ou même de OpCoP qui utilise en fait notre solution de centre de contact et la visio là pour montrer leur écran, pour voir ce qui se passe, parce que quand on fait du dépannage, c'est quand même mieux de pouvoir montrer les choses que dire là j'ai ma fenêtre avec le bouton, tu vois le fameux mulot de Jacques Chirac. Donc voilà, donc c'est te dire en fait que c'est vraiment beaucoup plus simple parfois de montrer les choses que de les expliquer. Et donc on a fait justement ce livre blanc parce que on voit bien que c'est un canal qui est en forte augmentation, mais qui est souvent un petit peu négligé. Les gens pensent visio parce qu'ils passent visioconférence comme on le fait maintenant, mais c'est pas du tout ça. La visio-assistance, c'est je prends mon téléphone et je vais montrer avec mon téléphone le problème ou je vais montrer mon écran. Et donc, c'est des avantages vraiment concurrentiels et je crois il faut 2-3 appels par jour qui sont pris en visio pour rentabiliser la solution. Et donc, il faut vraiment pas s'en passer de ce canal-là. C'est simple à déployer, ça coûte pas cher et ça permet de créer un effet waouh dans une relation client. Donc, on a mis comme ça un livre blanc avec des cas d'usage, des cas concrets qui permettent en fait aux personnes de se lancer. Livre blanc qu'il faut absolument lire. Je suis d'accord. Oui, parce qu'il y a ton témoignage d'expert. PolyAI, on a mis votre blog, vos ressources. Je pense que il y a plein de ressources là si vous voulez vous lancer potentiellement. Émeric, s'il y a quoi que ce soit comme question, je suis assez disponible sur LinkedIn, donc ravi d'y répondre. Je ne pitcherai pas PolyAI, je donnerai juste des conseils, donc pas de souci sur ça. Ouais, on est tout à fait disponible tous les 3 sur LinkedIn. On répond assez vite, alors n'hésitez pas. Et juste pour finir, il y a un guide complet sur le chatbot IA verse humain. C'est une longue lecture. C'est sur le blog de appeasy.com. N'hésitez pas, c'est pareil, c'est dans le chat. Monsieur, c'était top. On a été un peu bavard, ça a duré longtemps, mais c'était très riche. Je vous remercie. Et à bientôt. À bientôt. On part tous en vacances peut-être bientôt. Alors, n'hésitez pas. On est là pour vous aider. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.